la présidence tournante de l'Union africaine. Rappelons que c'est à l'occasion de la conférence des chefs d'État qui se tient ce 30 et qui continuera demain le 31 janvier, que ce dernier a été élu en remplacement de Robert Mugabe. On s'interrogera donc sur les capacités de ce dernier à la tête de cette plaque tournante de l'Union africaine. Tout comme nous nous interrogerons sur l'actualité en Libye, la Libye où on annonce l'envoi d'un énième contingent militaire avec pour objectif de frapper et d'éradiquer l'État islamique. Alors, rappelons que l'objectif affiché par les Occidentaux, cette éradication de l'État islamique, a-t-elle une chance de réussir? Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous retrouver. Mon panel est Djamena juste derrière cette transition. Bienvenue à tous. Nous retrouvons pour cette édition, un jeune et militant de la jeunesse panafricaine, Stéphane Tchombou. Bonsoir, bienvenue au bouquet spécial. Bonsoir Juliana, bonsoir aux copanélistes du plateau central issu du Djamena. Je ne manquerai de passer aussi le bonsoir à ces nombreux spectateurs qui sont scotchés pour nous écouter. Je pense que nous allons encore apporter des éléments pour permettre en sorte que l'Afrique retrouve l'insurrection morale pour qu'elle puisse aussi décoller. Parce qu'elle a besoin, plus que jamais, besoin de l'information, de la connaissance, tout ce qui mine la géopolitique africaine, afin qu'elle puisse aussi prendre des options et des orientations qui la permettront d'être grandie et d'être respectée dans le Conseil des Nations. Et vous faites bien d'être avec nous, Stéphane Tchombou. L'Afrique, continent essentiellement jeune, a besoin des voix comme la vôtre pour être sûr que le message soit porté. Avec nous également ce soir, il est journaliste, écrivain, Henri Diabaté Mandé, consultant Afrique Média. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Juliana, merci de m'avoir invité. Je voudrais saluer les copanélistes du plateau central, ceux du plateau de N'Djamena et tous les téléspectateurs africains. Je voudrais lancer un appel, cet appel que je lance à chaque fois depuis 2016 à tous les Africains. La jeunesse, vous l'avez dit tantôt, la jeunesse en Afrique, c'est la frange de la population la plus importante et c'est elle qui va être la pierre angulaire du développement de l'Afrique. L'Afrique se fera sans sa jeunesse ou pas. Mais c'est dans cette voie que je souligne encore que les Africains, aussi intelligents qu'ils sont, les Africains ne doivent pas faire l'économie d'une seule vie. Nous ne devons pas accepter que les Africains meurent pour rien. C'est le cas de cet ingénieur qui a disparu, cet ingénieur d'origine camerounaise, cet brillant fils d'Afrique, Ngassam Tchamba, qui a disparu au Congo, où il travaillait pour le compte d'une multinationale indienne. Depuis 2011, on n'a aucune nouvelle de lui. Sa famille est éplorée, elle est désespérée à la limite. Ses collègues se demandent où il est passé. Est-il mort? Est-il retenu prisonnier? Nous voulons tous connaître la vérité. C'est pourquoi, du haut de ce plateau d'Afrique, de cette tribune d'Afrique Média, je lance un appel aux deux présidents, Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Biya du Cameroun, qu'ils nous disent les deux la vérité sur la mort de ce brillant Africain. Un fils d'Afrique ne doit pas disparaître pour rien. Nous devons savoir de quoi il est mort. Merci pour cet énième appel, Henri Diabaté Mandé. On comprend le cri de cœur des familles, de la famille de ce dernier, surtout que c'est un élément essentiel pour le développement de notre continent. Avec nous également ce soir, il est coach en développement personnel, Paul Ken. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Juliana, bonsoir à tous les copanélistes du Djamena et surtout du plateau central. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Une fois de plus, je suis ravi d'être invité à ce débat de ce soir. Et surtout, je pense que c'est un sacerdoce que nous avons accepté. Nous allons continuer à rendre service à notre peuple d'Afrique. Et je pense que dans la même lancée de Diabaté, je lance également un appel au gouvernement tanzanien et bien entendu au mien, c'est-à-dire le gouvernement du Cameroun, de tout faire pour que deux Camerounais qui sont en ce moment emprisonnés dans les geôles de la Tanzanie, que ces personnes-là retrouvent la liberté. Ils sont partis du Cameroun 3. On les a arrêtés tout simplement parce qu'ils ont osé partir de chez eux pour aller chercher du bonheur dans un autre pays africain. Malheureusement, il y a un qui a réussi à faire partie d'une église
Et grâce à l'évêque de cette église, il a été libéré. Les 2 autres sont restés en souffrance là-bas. Nous espérons que notre gouvernement va entendre cet appel et que nous pourrons leur apporter les informations y afférentes. Décidément, c'est l'édition SOS. Je crois que vos différents messages sont passés. On va donc prendre la direction de N'Djamena au Tchad. Bonsoir à vous, Isaac, le bon dimanche, et à votre panel. Bienvenue à cette autre édition de débat. Bienvenue au bouquet spécial. Bienvenue au Tchad, berceau de l'humanité. Recevez Tada et votre panel, l'expression du peuple du Tchad honoré ces jours par la présidence de l'Union africaine. Ici, sur le plateau d'Afrique Média Tchad, nous nous disposons à communier avec le reste du monde dans ces bouquets spéciaux de ce soir. Le panel d'Afrique Média Tchad est constitué d'un journaliste chevronné, Lalbadim Narcisse, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir au panel de Douala, bonsoir à Madame Juliana. Le Tchad va diriger l'Union africaine. Quel commentaire avez-vous de cette présidence qui arrive au Tchad avec plusieurs sujets sensibles, insécurité, élections un peu partout? Moi, je pense que mon commentaire à chaud, c'est que au-delà de toutes les considération, c'est une fierté pour le peuple tchadien. C'est les efforts fournis par le Tchad dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au niveau régional, sous-régional et continental ont payé, et que le président Déby à l'époque a l'étoffe nécessaire pour assumer cette responsabilité que le président zimbabwéen Gabriel Mugabe vient de léguer à l'issue du 26e sommet de l'organisation du 26e sommet de l'Union africaine. Donc je pense que c'est une grande fierté, c'est une satisfaction par rapport à un travail bien fait dans le cadre de la vision panafricaniste du chef de l'État. Le deuxième panéliste, c'est un juriste privatiste, Maître Ganga Bonaventure. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Isaac. Votre commentaire à chaud sur la désignation du Tchad à la présidence de l'Union africaine? Je crois que choisir le Tchad comme étant président de l'Union africaine est, selon moi, considéré comme panacée pour la solution aux divers problèmes d'insécurité en Afrique. Et vous savez aussi que le plan africain est loin d'être aussi bien tchadien. Nous avons accepté de nous investir coréen pour obtenir ce qu'on appelle la stabilité en Afrique et par là au Tchad. Donc nous voudrons à cet effet vous signifier à l'Afrique et au reste du monde que le problème d'insécurité ne concerne pas seulement le continent africain, moins encore le Tchad, et que tout le monde doit s'y investir. Merci d'être venu au bouquet spécial. Juliana, on va dire à la Camerounaise, on est ensemble, on est en direct du Tchad. Merci bien. Merci à vous, Isaac Dimanche. On est bien évidemment ensemble. On est avec nos téléspectateurs qui seront appelés au moment de participer à l'émission à voter pour les différentes premières dames en lice. On a Chantal Pulchéry Biya, première dame du Cameroun, Anna Paola dos Santos de l'Angola, Amagras Mugabe du Zimbabwe, Inda Déby Itno du Tchad et Constancia Mange de Obiang de la Guinée équatoriale. Vous l'avez donc suivi, chers panélistes, on parle de la présidence tournante de l'Union africaine occupée par le président Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad. Et je m'en vais vous accueillir, Dr Tentu. Bonsoir, bienvenue. Alors, je vais vous adresser la première question. Alors, un grand homme s'en va, suivi d'un autre. Si vous était donné de jeter le coup d'œil dans le rétroviseur, vous parlez du travail effectué par M. Mugabe durant un an où il a occupé cette présidence tournante de l'Union africaine. Que pourrait-on dire?
Ouais, je réponds déjà à chaud comme ça. Je vais profiter de l'occasion qui m'est présentée pour saluer tous les descendants d'Afrique média et vous saluer vous je suis au planète, saluer le Tchad. Déjà, pour dire que le Tchad, d'abord, c'est le berceau de l'humanité. Si on a trouvé Lucie au Tchad, cela veut dire que le Tchad a regorgé le lac Tchad tout ce que nous avons au sud du Sahara. Et puis déjà, moi, je crois que Mugabe, dans sa présidence, a fait très fort. Rappelez-vous, il avait dit qu'il va épouser Obama. Parce qu'il avait occasionné l'opportunité d'accepter l'homosexualité. Allez-y, docteur Tenchu. Mugabe a eu une présence aussi cool, aussi facieuse. Mais je crois que le président tchadien, avec le positionnement qu'il a vis-à-vis du Burundi, vis-à-vis de tout ce qui va se passer à la région du lac, le Tchad, par son président, le président Déby Itno, doit briller beaucoup. Avant même qu'il ne soit président de l'OUA, il a été déjà très bien positionné. Je crois que c'est une nouvelle onction qu'il le soit comme ça. Et il va bien le faire parce que nous voyons ce qui s'est passé avec le Cameroun, ce qui s'est passé avec la Centrafrique, ce qui s'est passé au Mali. Parce qu'au Mali, quand il lance, c'est d'abord les soldats tchadiens qui arrivent déjà à débusquer les djihadistes. Mais, et puis la gloire est partagée par d'autres personnes. Je crois que le président Déby Itno a cette opportunité, a cette possibilité. Docteur Tenchu, vous nous amenez à parler justement de ce qui pourrait avoir motivé les pairs de son Excellence Idriss Déby à les lire entre guillemets à ce poste-là. Mais j'aimerais que l'on reste un tout petit peu sur le bilan, pourquoi pas, du sieur Mugabe qui cède sa place ce jour. Alors, moi, je ne vais pas donner de 20 suivants Mugabe. Je vais dire suivant Mugabe parce que durant sa présence, il devait avoir des positions assez fortes, assez claires. Il n'est pas normal que les gens prennent des positions à tant l'ONU et qu'on le président de l'UA et puis qu'on délègue le pouvoir à l'Afrique de l'Est. Et puis avec tout ce qui se passe, les Burundi, les morts, on tue tous les jours, tous les cas dans les rues et que l'OUA, que ce soit l'OUA, que ce soit comment il s'appelle ? Il s'agit de l'Union africaine. L'Union africaine, l'OUA, et puis en Afrique de l'Est, ils ont une organisation, la SADC, et puis tout ça, c'est Mugabe. Pour moi, Mugabe a dit souvent, le bilan n'a pas été assez élogieux, parce qu'il devait avoir une position assez claire. On n'a pas besoin de l'Occident, on a besoin de gens d'autres cieux pour nous apprendre ce qui se passe. On devait avoir une position assez claire, assez ferme, pour que nous puissions apprendre et comprendre que l'OUA existe. Mais pour le bilan, moi, je donne 10 sur Mugabe. Alors, Stéphane Tchombo, le docteur Tenchu estime qu'il fallait avoir des positions assez claires et fermes. C'est pas ce qui a manqué à Robert Mugabe, justement, qui avait pris des engagements dès sa prise de fonction. Mais il y a que cela ne suffit pas. Qu'est-ce qui a manqué à au président Robert Mugabe pour aller au bout de ses aspirations? Merci Juliana de me réjaillir dans cette question. Mon grand frère, le docteur Tenchu, que j'apprécie bien et j'aime bien, je pense que je dois apporter une autre analyse à ce qu'il est en train de dire. Je pense que lui n'a pas encore suivi la trajectoire politique de Robert Mugabe. On peut le féliciter exactement, nous panafricanistes, nous qui sommes engagés dans ce combat, parce que pour le moment, c'est l'homme encore le plus courageux comme président qui peut dire exactement face à la puissance impérialiste ce qu'il pense. Et lorsqu'il prend la tête de l'Union africaine, il pose des énormes conditionnalités pour que l'Afrique puisse se doter des moyens de se prendre en charge. Mais il faut regarder de manière structurelle et même organisationnelle de l'Union africaine. Est-ce que, dans la façon dont l'Union africaine aujourd'hui est présentée, peut donner tous les moyens, la possibilité que Robert Mugabe, quelle qu'en soit la volonté et les vérités indépendantistes et souverainistes qu'il peut porter panafricanistes, peut pouvoir drainer dans l'Afrique dans son autodétermination? Je ne pense pas. Pourquoi? À l'intérieur, vous avez un conglomérat de chefs d'État illégitimes qui traînent avec eux des casseroles. La plupart, si on veut essayer de voir la trajectoire politique que beaucoup ont observée, on se rend compte que beaucoup ont été positionnés justement par l'impérialisme que nous sommes en train de positionner aujourd'hui. Or, ils n'ont pas de crédibilité à pouvoir dire aux uns aux autres, vous êtes dans une mauvaise démarche. Or, ceux maintenant, en minorité, qui ont quand même combattu pour que leur pays soit libéré, sont battus parce que la grande majorité sont ceux qui sont positionnés justement par... Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane? En fait, permettez-moi de vous relancer, Stéphane. Oui, vous parlez de chefs d'État illégitimes.
il n'y a qu'au niveau de l'Union africaine, ce n'est pas prioritairement la voix des peuples qui compte, parce que ce n'est pas les peuples de manière directe qui décident de qui va présider à cette commission-là, ce qui signifie que le président de cette commission a quand même la possibilité de convaincre ses pairs pour arriver à un certain nombre d'objectifs. Qu'est-ce qui bloque justement? Mais ce qui bloque, Juliana, c'est ce que je suis en train de... Je vais m'attarder à vous expliquer. Que vous aviez des personnes, justement, qui sont des suppôts de l'Occident. En fait, qui ne sont pas là pour l'intérêt des Africains. Qui seront là, justement, pour reconduire la politique occidentale au sein de l'Union africaine. Vous aviez même de manière financière. Où est-ce que nous recevons les fonds? Elle vient à 60% de l'Union européenne. L'UA qui est financée aujourd'hui, et des États-Unis qui la financent. Est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur une politique réalisée, pensée par les Africains? Je ne pense pas. Vous aviez, je ne veux pas citer juste ces présidents, parce qu'on le sait, du moins, la façon dont beaucoup ont été positionnés à la tête de nos États. D'autres, ça peut être de manière très violente, d'autres moins violente, mais le chemin a été pareil pour ces choix. Et quand je parle de la question de légitimité, en fait, c'est des personnes qui le savent. Moi, je suis sûr que s'il faut que je le dise, le président du Congo-Brazza pourrait dire à son homologue de la Côte d'Ivoire mais je pense qu'on doit prendre cette démarche. Celui de la Côte d'Ivoire va lui rappeler comment est-ce qu'il a été positionné à la tête de son État. Ça fait que, déjà, ces questions de légitimité, où les uns et les autres se tiennent, savent comment ils possèdent des casseroles pour y arriver. Alors, dans cette démarche-là, ils ne pourront justement pas avoir de véritables leviers pour pouvoir poser une conditionnalité pour le développement. Maintenant, Mugabe, donc, qui a cette volonté, sera donc battu parce que la majorité que nous avions, malheureusement, sont ceux qui sont positionnés par une politique impérialiste qui pensent qu'ils les ont positionnés pour venir bloquer justement la pensée même panafricaniste et même l'évolution. Donc, la question de l'UA, s'il faut qu'on le prenne aujourd'hui, l'UA, en réalité, l'Union africaine, n'est pas cette pensée par les pères panafricanistes, comme Nkrumah le pensait. On a donc fabriqué, l'Occident s'est rendu compte que, puisque le besoin est qu'il y a au sein des populations et des peuples africains, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc fabriquer une organisation qui, dans le fond, ne peut pas dresser les véritables questions africaines, ne peut pas répondre. En fait, c'est une coquille vide. C'est pour ça que je peux être d'avis avec d'autres qui pensent que c'est justement un syndicat de présidents, de chefs d'État, où ils s'en vont, ils se retrouvent, ils se saluent, ils font des commentaires sans jamais poser les vraies questions et les aspirations des peuples qui souffrent profondément. Alors, j'aimerais avec vous que l'on détache un tout petit peu la présidence tournante de l'Union africaine à celle même de la présidence de la Commission de l'Union africaine gérée par Mme Zuma. Les choses vues ainsi, est-ce que ce n'était pas l'occasion, du moins par la voix et par l'autorité que l'on connaît de Robert Mugabe, de tutoyer un certain nombre d'institutions? Ce n'était pas l'occasion pour les Africains de se mettre définitivement ensemble pour aller pouvoir ensemble permettre la répétition sur la même voie. Rappelons que dès sa prise de fonction, Mugabe a déclaré haut et fort qu'il allait tout faire pour sortir les pays africains de la CPI et jusqu'ici, rien. Parler et faire, c'est deux choses. Et nous l'avons toujours constaté. Tout à l'heure, Stéphane a bien signalé ici que l'Union africaine est financée à 60% par l'Occident. Quand vous êtes financé de l'extérieur, vous n'avez plus de pouvoir. C'est clair. Mugabe a beau faire ce discours, comme celui qui est de près de 2 heures qu'il vient de tenir, mais ça s'arrête là. Lui-même le sait, mais comme les hommes politiques ont la manie de tromper le peuple, et bien il a fait des beaux discours. Je vois la populace qui applaudit Mugabe. Mais Mugabe, excusez-moi, malgré tout le bon travail qu'il a fait, jusqu'à amener son propre pays à l'indépendance, je crois qu'il est temps, effectivement, qu'il se fasse remplacer à la tête de l'Union africaine par Idriss Déby, qui a pratiquement l'âge de son fils. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mugabe a certes tenu de très bons discours, mais il ne pouvait pas aller au-delà de son discours. Parce que quand la technologie est maîtrisée par les autres, quand les finances sont l'apanage des autres, c'est eux qui décident, vous ne pouvez vous limiter qu'à de belles paroles. Et malheureusement, je le dis une fois de plus, les populations africaines doivent aller plus loin que d'observer, d'applaudir les discours. Il faut qu'on comprenne que les hommes politiques connaissent exactement d'où vient leur pouvoir. Et Stéphane le disait tantôt, la majorité des chefs d'État, même en Occident, sont mis en place par certaines structures. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt en France. Ce n'est pas parce qu'on
va placer un bulletin dans l'urne, que vous êtes élu. Il y a certains cercles qui décident. Nous avons vu, je crois, au mois de juin, le candidat à la candidature du Parti républicain qu'on appelle Alain Juppé. Il a été invité dans une réunion qu'on appelle les Bilderberg. Et généralement, c'est ces gens-là qui décident qui devient chef d'État dans un pays. Même notre frère Barack Obama aux États-Unis, il a été pensé à un moment donné que c'est l'homme qui pourrait probablement réconcilier le monde. Donc, qu'on nous arrête avec cette histoire de démocratie ou de l'Union africaine. Madame Zuma, elle-même le sait. Mugabe vient le confirmer avec tout son passage qui n'a rien produit de positif. Donc, je suis désolé de le dire ici, mais je pense que demander demain à Idriss Déby de produire des résultats, alors que nous-mêmes, nous savons déjà que l'affaire est compliquée, même pour ses prédécesseurs, je crois que, pour ma part, s'il faut dire pour votre part, cela reste des titres honorifiques? C'est un titre honorifique, surtout que c'est rotatif. Après Déby, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. C'est juste honorifique. Mais Idriss Déby, quand même, si on met de côté ce titre honorifique, il faut reconnaître que c'est un homme qui a osé poser sur la table l'épineux problème de la monnaie, le franc CFA. Il a osé amener ses troupes au Mali pour défendre un pays en difficulté. Il est venu au secours. On vous opposera pratiquement les mêmes arguments en ce qui concerne Robert Mugabe, car il a osé également en disant des choses. Je vais revenir à vous, Paul Ken, s'il vous plaît. Je vais revenir à vous. Alors, Henri Diabaté Mandé, est-ce qu'on ne va pas vite en besogne en noircissant le tableau même du travail de Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine? Rappelons que quelques temps seulement après sa désignation comme telle, les interdits autarcistes dans lesquels l'Occident l'avait esselé se sont brisés. C'est ce même Occident qui a brisé cela. Et il a été invité en Europe pour discuter justement des questions concernant les peuples d'Afrique. Est-ce que ce n'était pas là la preuve que la pression commençait à changer de camp? Mais il faut dire que lorsque Mugabe a été porté à la présidence de l'Union africaine, cela avait la résonance un peu d'un pied de nez que les Africains, les politiciens africains avaient fait à l'Occident, parce que Mugabe était persona non grata en Occident, personne ne le recevait, mais les Africains ont décidé à l'unanimité de porter Mugabe à la présidence de l'Union africaine. Donc cela avait la résonance d'un pied de nez. Et le premier discours de Mugabe avait été salué par la population africaine, c'est-à-dire sa jactance révolutionnaire, son aura, son passé, son souvenir de nationaliste avait fait que Mugabe était considéré comme celui-là qui ravive la flamme. Parce que pour nous, on s'était dit la flamme du panafricanisme était éteinte. C'était il avait fait partie de cette génération de ceux qui avaient vu en 1963 la création de l'organisation de l'unité africaine, dont il représentait le principal parti d'opposition de son pays là-bas. Donc, c'était quelqu'un qui était investi de ce prestige, de cette auréole. Mais lorsqu'il est arrivé, il a eu des déclarations choc qui ont ravivé l'espoir auprès de la populace, mais véritablement, il est trompé d'une chose, c'est que l'Union africaine, c'est un syndicat de chefs d'État, ni plus ni moins. C'est-à-dire que les chefs d'État ne veulent pas que quelque chose, c'est-à-dire ne veulent pas d'une organisation qui puisse gêner leurs intérêts respectifs. Notamment, vous vous souvenez, le président Sassou Nguesso est président de l'Union africaine et il adopte la charte des droits de l'homme, qui dans son essence, dans son préambule est si généreuse que l'on se dit qu'enfin l'Afrique a un vade-mecum qui va la conduire vers le respect des droits de l'homme. Mais lui-même, il a été le premier à fouler cet acte, cette charte, sans que cela n'offusque le moindre des chefs d'État en Afrique. Tous se sont dit, chacun a ses problèmes. Donc, du coup, vous voyez, c'est un syndicat de chefs d'État, ils se caressent les uns les autres, personne ne veut gêner l'autre. Donc, ça fait que Mugabe, lui, il arrive. Le syndicat, dans son essence, a quand même des forces, est un contrepoids à une certaine gestion. Le syndicat a la force d'amener à changer les choses.
Non, non. Dans le système de l'Union africaine, c'est impossible. Malheureusement, le président, même si le leadership du président le porte à poser sur la table un certain nombre de questions, il est clair que les règlements de l'Union africaine ne lui permettent pas d'aller au-delà. Parce qu'il y a des problèmes de majorité qui se posent. Vous vous souvenez, à plusieurs reprises, le colonel Kadhafi, alors président de l'Union africaine, avait voulu bouger des choses en matière de monnaie africaine, d'une monnaie unique en Afrique. Il a posé le problème à plusieurs reprises sur la table. Il a même voulu parler des États-Unis d'Afrique, qu'on aille un peu plus vite. Il a dit qu'il va financer, qu'il a porté les financements. Mais vous avez vu le silence poli que lui ont opposé tous les autres chefs d'État. Donc c'est chacun qui esquivait cette histoire. Henri Diabaté Mandé, à l'heure des résultats, on s'adresse toujours au chef de classe. Il y a que Robert Mugabe, à mi-parcours, avait regretté que les pays à connotation francophone soit très très rattaché à la métropole, ce qui était difficile pour lui, en tant que président de l'Union africaine, de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Oui, c'est un certain nombre, c'est une chose fondamentale aussi. Les pays de l'Afrique francophone relèvent l'Afrique francophone. Généralement sont culturellement très attachés, gardent des liens très forts avec la France. Ça fait que on subodore quelques rapports de soumission par rapport à Paris dans un certain nombre d'actes. Par exemple, les problèmes de monnaie, des actes essentiels comme la monnaie, comme les relations internationales. Donc, ce qui fait que du coup, cela dénote un peu sur le cours des choses en Union africaine. Mais il faut aussi souligner que Mugabe n'a pas été aidé par deux facteurs. Le premier, c'est son âge. Il n'a plus la jeunesse, la sève pour booster les choses, pour mais il avait quand même l'autorité, justement. Oui, mais il n'a plus... Il faut lui conférer l'autorité de l'âge et l'autorité de l'expérience pour amener ses pairs. Surtout qu'il a un passé de combattant. Oui, mais le problème, s'il a un passé de combattant, c'est clair. Mais il y a des problèmes qui se posent, par exemple, dans la zone de la SADC. Le Burundi fait partie de la SADC. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Donc, je pense que sur le plan physique aussi, son âge avancé ne lui a pas permis, ne lui a pas donné toute la ressource physique pour faire un certain nombre de choses. Et ensuite, il n'a pas été aidé par la diplomatie carrément absentéiste et scandaleuse de Mme Zuma, qui a démontré une fois de plus, je ne sais pas si ce sont les femmes qui sont incapables ou bien c'est Mme Zuma qui est incapable. Parce que c'est ça le véritable problème. Les femmes devraient s'élever contre elle. Les femmes devraient s'élever contre elle parce qu'elles donnent un très mauvais exemple, un très mauvais signal aux autres femmes qui sont formidables, qui ont la capacité et qui peuvent assumer des fonctions de haute responsabilité de ce type. Or, elle, par sa diplomatie vraiment absentéiste, silencieuse, je ne sais pas, silencieuse comme un cimetière, elle a desservi la cause africaine, et notamment elle n'a pas été d'un apport fort. Parce que c'est elle qui devait continuer chaque jour sur le plan quotidien l'action du président Mugabe. Zuma à la tête de l'Union africaine, accompagné de Robert Mugabe, les Africains avaient vu en cela deux combattants, tout à fait, deux combattants, deux héritiers de la guerre d'indépendance. Qui allaient tirer la locomotive, mais malheureusement, on n'en est pas là. Stéphane Tchomouki voudrait dire quelque chose rapidement. On va retrouver je veux y ajouter. J'ai entendu le grand frère Mandé parler. Mais je ne veux pas qu'on soit des partisans de l'agisme et que nous analysons la situation de l'homme Mugabe selon le prisme occidental qui brandit beaucoup plus son âge. Non, ça, on va se tromper peut-être de démarche. On va tomber dans ce gros piège. Faisons notre propre analyse en tant qu'Africains. Et respectons le patriarche. Le patriarche, pour nous, ça constitue un trésor, un patrimoine, où Mugabe, pour moi, est en train de perfuser à celui qui arrive, le président Idriss Déby, le courage, l'audace et cette volonté panafricaniste de voir les choses changer. C'est de cette manière où il faut capitaliser l'homme Mugabe. Maintenant, lorsqu'on parle que Mugabe n'avait pas, Mugabe a tout préparé, vous n'aviez pas des exemples. Mugabe veut se rendre à une invitation de la BAD qui est faite en Côte d'Ivoire. Bon, mais on blocuse les autorités, lui empêche de revenir là-bas. Pourquoi? Parce qu'on sait l'homme Mugabe qui n'est pas tendre dans ses paroles, dire ce qu'il pense exactement et dénonce ce qu'il voit. Vous aviez M. Mugabe qui dit qu'il y a des pays qui nous ont perdus dans la situation libyenne avec la résolution 1913 aux Nations Unies. Où vous aviez vu l'Afrique du Sud
et le Nigeria, parce qu'on leur a brandi un semblant de représentant dans le Conseil de sécurité avant un droit de veto, où on fait ce chantage aujourd'hui à ces pays d'Afrique. Et même le Gabon, qui a aussi ratifié, validé cette résolution, pour qu'on vienne justement bombarder Muammar Kadhafi. Donc je pense que pour nous, il faut quand même regarder sur le plan, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cachent dans une diplomatie. D'où ma question sur son autorité de l'âge et l'expérience dont les Africains n'ont pas pu profiter. Je parle notamment de ses pères, chefs d'État. Cette autorité lui conférait de dire des choses, de prendre des positions fermes, mais ce qu'on attendait des autres n'a pas suivi. Oui, justement, mais Juliana, j'ai expliqué le processus. Les autres, si on voit la démarche, ils sont plus redevables. Ce sont des girouettes humaines qui ne prennent la direction des vents qui souffrent d'Élysée, de Washington ou de Londres, etc. Donc, ils sont plus redevables à cela que à ceux-ci. Donc, avoir cette posture, ou bien de pouvoir changer les choses, parce que la plus volonté, ce n'est pas de venir justement aider dans le développement des peuples africains, mais la posture, c'est de venir pérenniser l'impérialisme occidental, c'est ça le. Donc, ils doivent empêcher dans toutes ces démarches qui pourront se faire. Mais aujourd'hui, on peut saluer Robert Mugabe, le président Robert Mugabe, pour ceux qui peuvent peut-être rester lui critiquer ou bien apporter pour nous, il représente un symbole, c'est un patrimoine, sur qui on doit s'inspirer et se jeter nous en tant que jeunesse et repulser justement le dynamisme. Merci à vous, Paul Ken. Oui, moi je voudrais tout simplement ajouter que Mugabe, la force de l'âge, en principe, ne pouvait pas devenir une force de frappe musculaire. Tout à fait, oui. Il pourrait au mieux être quelqu'un qui utilise beaucoup plus la diplomatie, la sagesse pour essayer d'obtenir avec une certaine négociation ce qui est difficile parfois à obtenir par la force. Mais Mugabe, malgré son âge, est un va-t-en-guerre. Tout à fait. Il n'a pas été un exemple de démocratie pour moi. Il fallait bien le préciser. Paul Ken, merci à vous. Isaac, le bon dimanche, je vous renvoie à l'antenne du côté de N'Djamena. Et juste derrière, on va retrouver nos chers téléspectateurs. Si Juliana, parler de soi, c'est un exercice pas du tout facile. Déjà, le panéliste de Douala ont essayé de dire un peu de tout en ce qui concerne la personnalité du président tchadien qui vient aujourd'hui présider à la tête de l'Union africaine. Mais tout de même, il y a quelques points qui restent, qui interrogent nos téléspectateurs. Et ici, nous allons demander à nos panélistes, d'abord à un journaliste, qui sait mieux lire l'histoire du temps et déjà le discours du président de la République, Idriss Déby Itno. Il parle déjà, en bon africain et en bon panafricaniste aussi, il dit déjà qu'il faut manger, s'habiller africain. N'est-ce pas déjà un coup de hache qui est donné pour véritablement parler de la cause de l'Afrique? Non, mais je pense que là, le président Déby vient d'emboîter le pas déjà au président Thomas Isidore Noël Sankara, qui avait, à l'époque de la Révolution, dit que le Burkinabé doit consommer burkinabé. Et il a encouragé la consommation des produits locaux et surtout l'utilisation de façon en famille, un tissu traditionnel, confectionné par des femmes moussi, l'ethnie majoritaire du pays. Donc je pense que le président Déby vient d'annoncer les couleurs et vient de montrer à la face du monde son panafricanisme et sa vision pour l'Afrique. Il a déjà fait avec la monnaie d'ailleurs. Ben justement, il avait annoncé ça. Il a pris son courage à deux mains. Il a eu de l'audace pour dire à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance à Béché, ce que les autres chefs d'État n'ont pas eu le courage de le faire. Donc je pense que en annonçant ça, ce que le chef de l'État voudrait sincèrement s'investir, même si la présidence tournante de l'Union africaine n'est qu'honorifique et protocolaire. Déjà au niveau de Addis Abeba, il dit qu'il faut éviter de parler, il faut poser des actes. Avec nos panélistes de Douala, on a entendu parler de paroles qui ont été dites, mais des actes qui manquent encore. Mais est-ce qu'avec Déby, on a ces moyens, arriver à poser des actes concrets pour rendre concret le projet de l'Union africaine? C'est vrai que les moyens
feront certainement défaut, mais lui, il a l'habitude. Et il a la volonté. Et il a la volonté. C'est ce qu'il a fait lorsque le Nord Mali a été envahi. Sans l'appui extérieur, sans l'aide de la communauté internationale, il a envoyé les troupes tchadiennes. Et ces troupes tchadiennes ont fait preuve de vaillance qui n'est plus à démontrer. Les forces tchadiennes ont taillé en pièces les djihadistes et ont libéré le Nord Mali. Et leur héroïsme dépasse les frontières nationales. Et cette armée a fait également la même chose lorsque son voisin, le Cameroun, était en difficulté. Il a envoyé des troupes qui sont venues prêter main forte aux troupes camerounaises, nigériennes et nigériennes, pour mettre hors d'état de nuire la secte islamiste Boko Haram, une secte à la vision moyenâgeuse. Et qui commence à changer de technique de guerre. Justement, puisque elle a été acculée, traquée, déracinée. Donc, elle a changé de méthode. Comme c'est une guerre asymétrique, elle est réduite à sa simple expression. Elle tente de commettre des attentats, puisqu'elle ne pourra plus faire face à la puissance de feu de l'armée tchadienne. Donc, je pense que le président Déby a la volonté. Il a également le courage, même s'il n'y a pas de moyens, s'il y a la volonté. Voilà, si un feu s'allume quelque part, il prendra son courage pour aller éteindre. Donc, je pense que avec cette détermination et ce courage, l'espoir renaît quand même chez les Africains par rapport à la question de l'insécurité qui a droit de citer dans la bande sahélo-saharienne, puisque aujourd'hui on parle des attentats et la secte islamiste continue de semer la terreur dans l'extrême nord Cameroun avec l'attaque de l'hôtel Splendide de Ouagadougou, avec l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Donc, je pense que avec cette volonté, il faut que les États africains arrivent à mutualiser leurs efforts, arrivent à mettre ensemble les moyens pour venir à bout de cette secte islamique et surtout ramener la paix en Afrique. On ne peut pas continuer à compter sur l'aide extérieure et l'Union africaine également doit laisser tomber la béquille, continuer tout le temps à tendre la main. Lorsque l'Union africaine est financée à plus de 50 ou 60% par l'Union africaine, je crois que ça n'honore pas du tout l'Afrique. Et justement, il faut également qu'avec l'arrivée du président Déby, les forces africaines en attente, on doit maintenant accélérer les choses pour que cette force prenne corps afin de faire face à la sempiternelle question de la sécurité en Afrique. Maître Nganga, et également à vous, nous allons aborder le même souci, le souci de la sécurité. C'est une chose, et il y a également les différents problèmes qui se trouvent un peu partout en ce qui concerne l'alternance. Et aujourd'hui, Déby vient comme président de l'Union africaine. Déjà au Tchad, il y a les élections, et un peu partout, il y a des élections. Est-ce qu'on va dire que tout de même, ce n'est pas tâche facile? Je crois qu'il ne faudrait pas détourner le débat sur la question de la sécurité en Afrique. L'Afrique est en insécurité et la question de la démocratie et de l'élection est une question qu'on doit traiter de façon sinon différente de la question de la sécurité. Vous voulez qu'on traite cela vraiment au sérieux? J'étais en train de suivre mon confrère du Cameroun qui parlait de la question de la légitimité des présidents en Afrique. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de la légitimité. D'ailleurs, ce qu'on a estimé, en l'occurrence M. Idriss Déby, non, d'une quelconque légitimité. Aujourd'hui, la présidence de l'Union africaine lui est attribuée, sinon de façon honorifique. On n'avait pas besoin de parler de la question du caractère honorifique. Parce que déjà, le Tchad intervient de façon incontestable, avec des réalisations incontestables en Afrique, avec des résultats tels que même l'Occident n'aurait pu le faire.
Jusqu'à preuve contraire, au Niger, au Mali, on a parlé de Mokhtar Ben Mokhtar, donc la disparition a été disait quelqu'un, partagée avec la France. Mais en réalité, le Tchad s'était investi corps et âme pour obtenir l'atténuation de ce groupuscule qui a tant semé de la terreur au Mali et dans le reste de cette partie d'Afrique. Alors, vous savez, les élections, c'est une chose, et la sécurité en est une autre. D'ailleurs, si quelqu'un a été, je dirais, illégitime, serait-il capable de dire à ceux qui l'ont rendu légitime, je ne peux plus continuer comme ça. Je voudrais qu'il y ait ce qu'on appelle une monnaie unique. Je voudrais qu'il y ait plutôt la sécurité. Je m'investis avec des moyens humains et matériels pour arriver à sécuriser l'Afrique. C'est pourquoi je ne voudrais pas que nous détournions le débat sur la question de la légitimité par rapport à la sécurité dont nous parlons aujourd'hui. Et aujourd'hui, Idriss Déby vient comme président de l'Union africaine, mais il y a encore quelques soucis. Et, par exemple, le Burundi, et il y a également des élections en vue qui font des vagues au Bénin, tout ça. Il y a des soucis majeurs. Et est-ce que le Tchad n'a pas aussi son souci personnel également? Je dis, il y a plusieurs soucis qui sont déjà là. Est-ce que ça ne va pas un peu peser également sur la façon des débits et quand il veut prendre les choses en main, est-ce que ça ne va pas un peu l'influencer? Moi, je voulais parler. Jusqu'à preuve du contraire, l'intervention des forces tchadiennes à l'extérieur ont été approuvées par les députés qui représentent le peuple tchadien. Et je puisse vous dire que je suis tchadien de père et de mère et aussi tchadien. Et là, la question des élections au Tchad ici, c'est une question interne qui ne concerne que les Tchadiens. Les Tchadiens qui sont allés se faire recenser et de façon massive pour bientôt désigner qui doit être le chef d'État. Mais maintenant et actuellement, celui qui dirige le Tchad, c'est Idriss Déby Itno, celui qui représente le Tchad dans le concert des pays africains. Celui qui aujourd'hui a permis à ce qu'on parle du Tchad, parce qu'à une certaine époque, les gens se demandaient, mais le Tchad, c'est quoi? C'est qui? C'est un continent, c'est un pays, c'est un village? On ne savait pas du tout. Mais on est arrivé à un moment où on parle du Tchad comme étant une force. Et il est indéniable que nul ne peut dire que le Tchad n'est pas une force. Il est plutôt souhaitable que nous puissions accompagner Idriss Déby Itno dans l'accomplissement de sa mission qui lui a été assignée par l'Union africaine, laquelle mission consiste à imposer, à instaurer une paix définitive dans un continent troublé par des individus venus d'ailleurs. En réalité, le problème africain n'est pas africain, mais des individus se sont permis de créer une instabilité afin de profiter de cette situation. C'est pourquoi nous voudrons accompagner, aider, participer avec Déby afin de connaître ce qu'on appelle la quiétude et le repos des familles. Familles qu'on définit juridiquement comme étant une unité de base qui constitue l'État. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas sauter de coq à l'âne ou de passer d'un sujet à un autre. Déby est à la tête de la présidence de la République, quand même honorifique. Déby voudrait obtenir ce qu'on appelle la paix en Afrique. Il a déjà commencé à le faire. Et nul ne peut dire qu'il ne l'a pas fait. Au Mali, le Tchad, un chaos. Le Nigeria a refusé ses frontières au Tchad, mais on a instauré une paix. Le Cameroun, ça c'est nos voisins immédiats. Nous voudrons par là procéder à ce qu'on appelle un désenclavement du Tchad, qui est un pays qui est au cœur de l'Afrique. C'est vrai, nous dépendons en partie de ces États qui nous entourent. Mais dès lors que nous nous engageons dans une guerre pour obtenir ce qu'on appelle la paix, cette paix doit être profitable, et est profitable d'ailleurs pour toute l'Afrique. C'est pourquoi il faudrait que nous ne nous constituions pas en intrigue, en obstacle pour Déby. Merci, Maître Nganga Bonaventure. Il y a plusieurs sujets à débattre aujourd'hui dans ce bouquet spécial. Juliana, Tada, et nous pouvons dire que ici le Tchad est prêt à soutenir le président de la République dans le sens d'aller jusqu'au bout en ce qui concerne les missions régaliennes qui sont assignées aujourd'hui au Tchad, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine. Merci bien.
Merci à vous, Isaac, le bon dimanche. Vous faites bien d'évoquer les autres sujets en attente. C'est l'occasion pour nous d'adresser nos excuses à l'endroit des téléspectateurs. On avait annoncé d'autres sujets, mais vu qu'on prenait actualité oblige, il fallait bien commencer par cette actualité au niveau de l'Union africaine. Mais ne vous inquiétez pas, on espère pouvoir, pourquoi pas, traiter de l'un des sujets évoqués, tantôt annoncé, et évoqué. L'autre sujet, on va donc prendre la direction du standard. N'oubliez pas de voter, mesdames et messieurs, avant de donner votre contribution. Et on va au Ghana, d'où nous appelle le pasteur Soua. Bonsoir, pasteur Soua, et bienvenue. Bonsoir, Juliana. Bonsoir, Narcisse de Djamena. Bonsoir, Stéphane Tchoubou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour tout ce que vous faites. Je vote confession au bien à Maïd Grace Mugabe, une date de Itne, Chantal Bia, Anapoya 200%, que Dieu bénisse ces deux femmes. Je voudrais dire en ce soir que quand il y aura des gros journalistes comme Pada Juliana, comme Bachir, capables de réfléchir sur les thématiques et sensibles à la chose politique pour la libération de l'Afrique, je dis que l'Afrique média vivra. Voici, je viens sur le cas de Déby ce soir. Il faut dire que Déby sont arrivés à la tête de l'Union africaine. Il faut dire que c'est salutaire. C'est salutaire pourquoi? Parce que c'était combattant de la liberté. C'est salutaire parce que cet homme a montré au monde entier réellement qu'il faut une unité. C'est salutaire parce que cet homme aujourd'hui, il est en train de scier nos lames. On savait que Kadhafi est parti, mais nous voyons un Kadhafi comme Idriss Déby. Nous voyons un Kadhafi comme Idriss Déby qui veut unifier également l'Afrique. Nous voyons un Kadhafi comme aujourd'hui Idriss Déby qui parle également du franc CFA. Vous voyez. Voici ce que nous demandons à Idriss Déby. Voici le procès de la honte, ce procès de la sorcellerie qui humilie l'Afrique du jamais vu sur la terre. Nous voyons un président qui est attaqué. Et les rebelles ont dit que pourquoi ce président s'est défendu. Voici aujourd'hui, l'Afrique est humiliée à la CPI. L'Afrique est dégradée à la CPI. L'Afrique est dans une dégénérescence. C'est pourquoi Macky Sall a dit quoi? Macky Sall a mis en garde également, le président sénégalais a mis en garde toute la CPI contre son acharnement envers les présidents, surtout le cas de Gbagbo et de Blé. C'est pourquoi nous voulons dire à notre frère, le panafricain Idriss Déby, de prendre son bâton de pèlerin et de régler ce problème que l'Afrique tout entière coupe tout ce qui est relation diplomatique avec la France, avec l'Occident, et qu'on quitte de la CPI. Et qu'on quitte de la CPI parce que nous sommes prêts à émerger. Parce que nous reposons assez de ressources en Afrique. Nous reposons assez de potentialités. Nous sommes prêts à industrialiser. Nous sommes prêts à créer, à installer nos usines de cacao, de café, de tout, de bois en Afrique ici. Nous comptons sur Idriss Déby. Idriss Déby, il a le soutien des passeurs panafricains. Il a le soutien de toute l'Afrique. Il a le soutien des Ghanéens qui sont ici. Merci. Que Dieu bénisse. C'est un passeur soir depuis le Ghana. Merci. Merci à vous, pasteur Soua du Ghana. Que Dieu vous bénisse également. Direction l'Angleterre, Ouattara est au bout de la ligne. Bonsoir, monsieur Ouattara, et bienvenue. Bonsoir. Écoute. Oui. C'est monsieur Ouattara, j'appelle depuis l'Angleterre. Je voudrais participer à l'émission, s'il vous plaît. Allô? Contribuons, on vous écoute. Julien Tanda, c'est M. Ouattara depuis l'Angleterre. Je voudrais participer à l'émission à propos de l'Union africaine. Merci. À propos de l'Union africaine, je voudrais dire, en tant qu'Ivoirien, qui a été nourri des mamelles politiques du président Gbagbo nous avait enseigné que sans souveraineté, aucune entreprise africaine ne peut prospérer. Elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le contrôle de votre entreprise, vous ne pourrez prospérer en rien. Et c'est ce qui se passe avec l'Union africaine.
l'Union africaine est complètement sous le contrôle de l'Occident. Et pour aller dans le même sens que mon jeune frère Stéphane Tchoubou, parmi les chefs d'État qui siègent à l'Union africaine, plusieurs parmi eux sont des penseurs, des marionnettes à la solde de l'Occident. Et c'est ceux-là qui font tout pour que rien ne bouge à l'Union africaine. Parce qu'ils ont des ordres qu'ils reçoivent des Occidentaux qui leur permettent de mettre des bâtons dans les roues de tous les projets qui essaient d'être développés à l'Union africaine. Parce qu'ils rament toujours à compte courant. Et c'est ça qui provoque le blocus au niveau de l'Union africaine. Et c'est en ce sens-là que la première des choses que nous devons faire, c'est pour que l'Union africaine prospère, c'est la souveraineté de cet organisme-là. Et alors, on pourra espérer une quelconque avancée ou bien un quelconque développement de l'Afrique. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Je crois qu'on a saisi le fond de votre pensée. On reste au téléphone. Il y a Monsieur Etoga qui nous appelle de la Belgique. Bonsoir, très cher. N'oubliez pas de voter et contribuer au débat. Bienvenue. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir Jonathan, bonsoir aux panélistes de Douala et bonsoir aux panélistes de N'Djamena. Moi, tout d'abord, j'aimerais donner une citation que le célébrissime président Robert Mugabe a fait, n'est-ce pas, à l'ONU. À l'ONU, Robert Mugabe, président de l'Union africaine, a déclaré « We are not gay ». C'est-à-dire, ce monsieur défendait, n'est-ce pas, l'humanité que les gens sont en train de vouloir tuer. Et c'est pourquoi je suis ravi de dire aujourd'hui sur les antennes d'Afrique Média que les Africains doivent vénérer ce monsieur, que sa mémoire reste vive même après sa mort. Quant à tous les francs-maçons qui sont à la tête de nos pays, là, qui quittent le pouvoir et laissent le pays être dirigé par la main de Dieu. C'est à cause d'eux qu'on a tous ces conneries là. Donc, merci et bonne continuation Afrique Média. On reste au téléphone. Paul Kofi nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue très cher. Vous votez, vous contribuez. Bonsoir Juliana, bonsoir le panel. Je veux saluer mon frère et ami Paul Ken. Mais avant ça, voter pour Mme Mugabe. J'ai l'impression qu'on veut dépeindre le président Mugabe sur le plateau d'Afrique Média. J'ai dit non. Notre Union africaine, notre organisation, il faut la comprendre dans son fond. Notre Union africaine elle-même a échoué. Donc, il faut penser la refonder elle-même dans son effort. Il faut penser la refonder. Quel que soit le chef d'État qui viendra à la tête de cette union-là, il ne pourra rien faire tant que nous n'avons pas la souveraineté de nous-mêmes. Notre Union africaine est actuellement financée par l'Union européenne. 54 pays africains eux-mêmes refusent de financer leur association, leur syndicat, leur union. 54 pays africains refusent de contribuer, refusent de cotiser pour mettre en forme leur union. Et on veut faire porter le chapeau au président Mugabe. Pourquoi? Je refuse. J'aime très bien le président Idriss Déby,
Mais j'ai dit, tant que cette union n'est pas refondée, le président Idriss ne pourra pas changer les méthodes de cette union. Parce que l'Union européenne va toujours influencer sur les décisions de l'Union africaine. On a beaucoup de problèmes en Afrique. Mais ces problèmes-là, il faut que nous-mêmes, tant que nos États ne sont pas souverains, nous ne pouvons rien faire. Le Tchad, aujourd'hui, c'est vrai, on parle du Tchad. Mais le Tchad n'est pas un État souverain. Le Tchad n'est pas un État souverain. Tant qu'il y a une armée étrangère dans un pays, ce pays-là n'est pas un État souverain. Voilà. Donc, il faut repenser, il faut refonder l'Union africaine. Je vous remercie. Merci à vous, Paul Kofi qui nous appelait de la Côte d'Ivoire. On reste au téléphone. Zinfel est en ligne depuis l'Allemagne. Bonsoir, vous votez, vous contribuez. Ok, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde, bonsoir Juliana, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas vu et je suis content de vous voir ce soir. Moi je voudrais dire tout simplement que, comment dirais-je, l'Union africaine est un panier de crabes. Parce que moi je vais commencer par mon pays, je suis de la Côte d'Ivoire, et j'ai un président là-bas qui n'est pas associable avec ses amis. Tant que les autres sont en train de dire quelque chose de positif, lui, il défend les intérêts des Européens. Voici une chose, il y a 2 pays en Afrique, présentement, qui font de la merde dans cette union, et le Congo, Brazzaville et puis la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les 2 messieurs que les Européens ont mis à la tête de ces pays. Alors, en ce moment-là, c'est que le vieux Mugabe, il a commencé. Certains sur le plateau, ils disent que le monsieur ne peut pas bouger. Non. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble et que vous faites quelque chose, il faut que les gens vous encourager aussi autour de vous. S'il y a des présidents qui sont là en train de mettre toujours les bâtons dans les roues des gens, et il y a des supporters qui les supportent, c'est déplorable pour l'Africain. C'est ça la vérité. Parce que le jour qu'on va comprendre cela, que vraiment l'Afrique doit se prendre en charge, il doit, les gens, des traites qui sont en train de mettre toujours l'Afrique en retard, tant qu'on n'a pas écarté ces gens auprès de certains qui veulent avancer, l'Afrique ne va pas déposer un centime. Moi, je vous assure. Parce que Ouattara et le président de Congo, Brazzaville, et ce sont des gens les plus dangereux dans l'Union. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a certains qui défendent ces gars-là. Moi, je suis désolé pour eux. Vraiment, je suis désolé pour eux. Parce que, comment dire, pour qu'on décolle, il faut que ces gens-là prennent l'initiative pour dire que, comment dire, nous sommes dans une démocratie. Quand que la démocratie n'est pas histoire de prendre des fusils pour qu'on soit. Merci à vous, Zerfel de l'Allemagne. Communication éprouvante, mais je crois que le message est passé. On va aux Pays-Bas retrouver Caroline. Bonsoir, chère dame. Vous votez, vous contribuez. Bienvenue. Messieurs sur le plateau, à vous, Madame Juliana, très heureuse de vous revoir. Je vous souhaite meilleurs vœux pour cette année qui a déjà commencé. Toutes mes félicitations au peuple tchadien pour l'élection à la présidence de l'Union africaine de son Excellence M. Déby Itno, dont je prendrai une phrase très importante de son discours, Dixit. Nous nous réunissons trop souvent, nous parlons trop, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Maintenant, je vais lui lancer un challenge. Pour que, Monsieur le Président, vous puissiez avoir un résultat positif, il faudrait revoir les méthodes de travail de l'Union africaine et des divers départements du SIDO et de l'ECOSOC, donner plus de visibilité aux femmes panafricaines comme Juliana Tada et nous-mêmes à l'extérieur, et respecter
les résolutions 1852 et de l'article 3Q de l'acte constitutif qui fait de la diaspora la 6e région de l'Union africaine pour dire que ces 2 points qui sont très importants. Nous devons aussi trouver les moyens financiers indépendants pour sortir des jougs de l'Union africaine. Nous avons des personnalités ressources dans la diaspora et sur le continent. Il y a des milliardaires qui peuvent financer l'Union africaine. Nous n'avons pas besoin de toujours courir derrière des finances extérieures. Et je crois que M. Déby a dit qu'il ferait le tout et pour tout pour que nous sortions des francs des colonies françaises d'Afrique. Alors moi, je lui demande, j'attends de voir. Il a 1 an pour nous prouver ce qu'il a dit. Merci Juliana et ça fait très plaisir de vous revoir. Merci à vous, Caroline. Je crois que le message est parti, on est parti là sur du militantisme. Je vais plutôt parler de lobbying à l'endroit des femmes et bien sûr de la diaspora. Rappelons que cette session regroupait également des représentants de la diaspora, des représentants de la société civile et du secteur privé, entre autres, et les représentants des communautés économiques régionales. Vous avez donc lancé un challenge. C'est cela qui fait le sous-titrage de ce thème sur Afrique Média. On aura le temps de revenir à cela. En tout cas, merci à vous, Caroline. On reste au téléphone. Je crois qu'on va prendre le dernier téléspectateur de cette série d'appels. Jamal, depuis la Malaisie. Bonsoir et bienvenue. Vous votez, vous contribuez. Bonsoir à tous les panélistes. Je vote toutes ces dames. Moi, je pense qu'en ce moment, Idriss Déby, on le met dans un piège. On lui demande qu'il faudrait qu'un vote pour qu'on trouve comment les Africains, 5 000 Africains auront au Burundi. Or, quand vous regardez bien, la majorité de ces présidents africains-là, c'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens, c'est des freemasons, qu'ils soient anglophones ou francophones. C'est un problème. Alors, il faut déjà que lui, en tant que président, interdise cela. Parce que c'est toujours la même technique que ces juifs-là amènent. Parce que depuis qu'ils ont attrapé l'Europe et l'Amérique, c'est pendant qu'ils passent avec le sionisme juif, cette synagogue satanique qu'ils ont imposée à nos présidents. Maintenant, on dit qu'il faut qu'il n'y ait aucune élection, que le président comprenne que Déby sache que les troupes n'ont pas le droit d'aller là-bas. Parce qu'il faut toujours l'autorisation du président en place. Ça veut dire que demain, on va se lever n'importe où pour dire que non. On va envoyer les troupes au Cameroun, on va envoyer les troupes au Sénégal, on va envoyer les troupes n'importe où. Alors, ces francs-maçons-là doivent comprendre que le temps est venu pour qu'ils sortent dans cette saleté. Ils doivent sortir dans cette saleté. Et vraiment, que tout se rattache à nos cultures. Et ceux qui sont musulmans, restent musulmans, parce que cette religion-là est la religion des Noirs, pour ceux qui sont en retard dans la pensée. Et que tu sois musulman ou chrétien, c'est d'abord la religion des Noirs. Parce que même Allah, lorsqu'il disait que oh, les enfants d'Adam, des messagers viendront parmi vous, nous avons fui et tué ces messagers. C'est Abraham, Ismaël, avec sa famille, c'est des Noirs. La famille de Lot, de Imran, de Noé, c'est des Noirs. Alors, ne faites pas comme si vous êtes en retard, mes chers frères. Nous avons la pression et nous devons faire cette pression à ces dirigeants-là pour qu'ils n'acceptent pas le chemin que ces diablotins sont en train de les apporter. Que le Seigneur vous garde. Merci à vous, Jamal, qui nous appelle de la Malaisie. J'espère que son Excellence Idriss Déby pourra porter toutes vos doléances. Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses et voire même impossibles. En tout cas, merci à vous. Je me retourne vers vous, le docteur Tenchou. On parlait donc d'Idriss Déby. On va y aller rapidement pour retrouver l'autre sujet avant N'Djamena. Alors, Idriss Déby, que peut-il? On a déjà vu, il a fait ses preuves. Il n'a pas attendu, comme quelqu'un l'a dit, Idriss Déby n'a pas attendu que l'Union africaine donne l'autorisation à une quelconque nation pour intervenir où besoin se faisait sentir, notamment au Tchad, au Mali, en RCA et autres. Il a été de tous les secours.
Idriss Déby qui a été celui qui est monté au créneau pour parler, pour poser la problématique du franc CFA. D'aucuns estiment que c'est d'ailleurs ce qui a motivé la venue de la présidente du FMI au Cameroun. Alors, entre défis et challenges, que peut encore Idriss Déby noyer dans cette Union africaine dont d'aucuns n'accordent pas véritablement de crédit? Juliana, vous savez, en tant qu'Africain, parfois on pleure, parfois on crie. Dans son petit coin, on se pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui nous attendent? Il est vrai, quand on regarde un peu tous les chefs d'État, le seul chef d'État africain qui donne encore de l'espoir, c'est le président Déby. Sans pour autant, comme disent les Ivoiriens, faire de la talakou. Je me rappelle, quand nous étions encore très jeunes, on avait un match de football et quelque part, il y a un enfant qui est venu en vacances, il jouait très bien. Le seul fait qu'il devait être dans notre équipe, on en avait l'espoir qu'on devait gagner. Et cet espoir-là nous a galvanisés à venir au stade à crier, à chanter, à crier très fort pour que notre quartier puisse avoir cette finale-là. Je pense que quand on regarde toute l'Afrique, en passant par Mandela, qui avait l'âge de Mugabe et qui a compris que je suis déjà vieux, je peux me retirer, et ayant vu cette saleté-là, dit que non, je ne peux pas, de mon vivant, m'imprégner dans ce brouhaha. Quand on évolue en Afrique, on ne peut pas venir dire qu'on va choisir un président comme Paul Biya, qui ne se démontre pas, qui agit dans son petit coin et qui le fait parfois bien pour certaines personnes. Quand on évolue, on voit le président gabonais, le président Ali Bongo, qui est pourtant très jeune, devait avoir la niaque. Le seul président qui faisait un peu et qui se démarquait, c'est le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré, et nous savons pourquoi il le faisait. Donc la seule personne, le seul personnage, le seul tonton, le seul papy qui nous reste encore, c'est le président Déby. Sans pour autant, même si la manière qu'il a entré au pouvoir, on ne peut pas nous décrire comment la possibilité, comment il a pris le pouvoir, mais on sait que Déby, en son temps, de tout le temps que Déby a pris le pouvoir, quand il y avait une opportunité de se présenter, de se démarquer, vraiment cet homme s'est démarqué. Je prends l'histoire du Mali. L'histoire du Mali, il y a un sénateur nigérien, je ne veux pas citer ton nom, quand le Mali chauffait, il a dit au Nigeria, levons-nous, allons bloquer les djihadistes qui n'entrent pas. Le président Goodluck Jonathan, en son temps, n'a pas débougé. Et quand le président Déby est parti, et quand il faut donner la gloire, on a vu comment quelqu'un de l'autre côté a pris la gloire, et pourtant, ce sont les militaires tchadiens qui sont morts. Quand il arrivait en Centrafrique, et qu'il faisait un bon travail, quand les Tchadiens sont partis, aujourd'hui on parle de viol de bébés. On parle de ce qui s'est passé, des troupes françaises, des troupes, peut-être pas, je ne veux pas se noter le nom d'un pays pour ne pas être sacrifié. Mais nous croyons que le président Déby, nous, jeunes Africains, nous l'interpellons en disant seulement que chaque homme a chaque histoire. C'est quand il y a les crises que les grandes personnalités, que les grands hommes se démarquent. Que le président Déby est ce qui ne pourra pas apporter tout ce changement. On demande trop parce qu'il n'est pas facile en un an, le temps de faire des réunions en un an, de changer l'OUA avec une présidente Zuma qui, on a l'impression que l'Afrique du Sud a oublié son passé, que des personnes, que des pays, des gens ont crié, ont chanté pour que l'Afrique du Sud soit aussi indépendante, que sur le plan racial que sur le plan humain, et qu'aujourd'hui que le président Déby doit prendre le pouvoir ou bien doit prendre l'OUA, nous pouvons seulement l'interpeller en disant que ce que nous demandons, c'est un peu de sortie, un peu de fierté. Nous voulons être fiers en tant qu'Africains. Nous voulons que cette vague de ces présidents africains qui ont l'impression qu'ils vont passer le pouvoir à leurs femmes, à leurs enfants, nous voulons seulement demander au président Déby, s'il te plaît, papy, la fois passée, tu es interpellé pour le football ici. Je t'interpelle encore en disant que le Cameroun est fier de toi. Nous avons vu ce que vous avez eu à faire avec Boko Haram au nord. Nous sommes fiers d'être Tchadiens, même nous sommes Camerounais. De cœur, nous vous demandons seulement au président Déby, quand tu dois prendre le pouvoir, qu'il mate des discours forts, même s'il n'y a pas des actions, qu'il fasse comme Mugabe. Mais si Mugabe n'a pas... Mais rappelons que dans son premier discours, il a dit qu'il faut bien passer aux actes. Oui. Trêve de discours. Et rappelez-vous quand il est à Yaoundé, le président Déby a fait un discours en citant Zoussou. Il a dit... Pour chuter. Il a dit, faites attention, celui qui met le feu peut se brûler. Il a dit dans son discours, moi personnellement, en tant que ce jeune intellectuel qui est encore dans le chômage, qui cherche la voie oui, je suis dans le chômage,
je veux avoir aussi une possibilité, sans des compromissions, avoir une possibilité de m'exprimer sur la plateforme qu'on va vous donner en disant au président Déby, nous comptons beaucoup sur lui. Nous voulons que l'OUA, même s'il n'y a pas des actes forts, nous voulons cette fierté, nous voulons cette gloire, nous voulons nous retrouver cette fierté. Comme a dit Lilian Thuram, de Lucie, en passant par Obama, nous connaissons que l'Afrique a marqué le monde. Merci à vous, Dr Tenchou. Vous ne manquez pas l'occasion d'afficher votre opportunisme. Afrique Média, c'est ça aussi les plateaux d'Afrique Média, c'est une DRH. Merci à vous. Je me retourne vers vous, hein. Paul Ken. Rappelons que en termes de personnalité, c'était pratiquement la même chose avec Robert Mugabe quand il a pris la présidence de cette Union africaine-là. Et on a vu les gros efforts de ces derniers, en dépit, j'insiste dessus, du non-suivi de ses pairs. Et donc on conclut que finalement la question africaine, s'il faut la régler en commun, cela reste impossible du fait du système. Ce n'est pas forcément à cause des individus. Alors cette question systémique, est-ce que son Excellence Idriss Déby pourrait venir à bout? Je serais vraiment malhonnête de vous répondre par l'affirmatif, parce que Diabaté l'a souligné haut et fort ici, c'est un syndicat de chefs d'État où chacun essaie de respecter ce qui se passe chez l'autre. Donc, je ne peux pas me permettre de rêver en pleine nuit. J'aime rêver en plein jour. Je sais ce que ces gens-là ont l'habitude d'avoir comme comportement, mais déjà, moi, si je soutiens personnellement le président Idriss Déby qui arrive à la tête de l'Union africaine ce soir, c'est tout simplement parce que j'ai vu ce qu'il a fait par le passé. C'est uniquement sur cela. Mais je sais que maintenant qu'il est sur les manettes, non seulement ses propres frères, chefs d'État, certains vont essayer de mettre les freins. Également, du côté de l'Occident qui finance cette institution, je pense qu'on trouvera des barrières qui vont continuer à se lever. Il est donc pour moi l'occasion de demander à nos chefs d'État, au lieu d'aller acheter des maisons à Hong Kong, à mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, de prendre cet argent et de financer dès cet instant l'Union africaine. Et je pense que c'est une occasion de le faire quand un homme qui prêche par l'exemple est à la tête. Merci à vous, Paul Ken. Alors, Stéphane Tchombo, la foi sans les œuvres est vaine. Alors, comment faire, hein? Monsieur Déby l'a dit dans son discours d'entrée, c'est un discours assez fort. En Afrique, on parle beaucoup, on agit très peu, ou alors on n'agit pas du tout. Alors, comment faire pour que ces vœux de monsieur Déby ne restent pas que des vœux pieux? Écoutez, quelle qu'en soit toute la volonté que le président Déby peut avoir à vouloir changer, la condition même que le continent est en train de traverser aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas ignorer dans le système international la présence des externalités et qui se mènent en intelligence avec des forces internes pour pouvoir mettre en mal l'évolution de ce système. Donc, malgré toute la volonté qu'il y aura ceux qui vont avoir des options pour contrecarrer ou saboter la volonté du président Déby. Mais je vais répondre à mon jeune frère qui est au Tchad, Bonaventure, qui a parlé, soulevé la question de légitimité, mais il ne m'a pas bien suivi, il ne m'a pas bien écouté. Mais Déby est un sujet du système international qu'il faut aussi interpréter. Et le système international, vous aviez dans ce système international où Déby a été coopté par une cooptation qui est nette, qui est opérée dans ce système où la France a mis son propre système, qui est la France-Afrique, où il est sorti de ce couloir. Ça aussi, il ne faut pas se détromper. Et le dire n'est pas dit qu'on est en train de saboter ou bien l'aventure du président Déby. Mais ce que nous apprécions, c'est que c'est quelqu'un qui a connu ce système, mais qui s'est démarqué quand même, qui s'est dit, je ne veux pas continuer le spectacle des désolations permanentes avec ce système. Il faut se démarquer et sortir de là. Parce qu'on se rend compte qu'au Tchad, une année ne pouvait pas se produire, passer là-bas, s'écouler, sans que le rébellion soit suscité pour menacer. Or, c'était des moyens de chantage et des moyens de clientélisme mis par la France sur pied pour embarrasser justement ces institutions. Ils ont donc compris dans cette démarche qu'il faut s'écarter, mais il faut poser les vraies bases de souveraineté de nos États, où il a engagé certain nombre de dynamismes. Mais de plus en plus, lui qui va être le moteur sur la sous-région, encourager les autres, parce que les autres, il faut qu'on le dise, ils se cachent derrière une diplomatie. Une diplomatie qui ne dit pas oui, qui ne dit pas non. Où on fait la chauve-souris, on n'a pas de position claire. C'est aussi ça qu'on
quand on essaie de vivre au niveau de la sous-région. Mais lui, aujourd'hui, quand même, engage un certain élément. Mais il a besoin non seulement de soutien de toute la communauté, ou bien des Africains, mais aussi de ses pairs, pour que ce projet dont il est en train de parler, parce que son souci, c'est de sortir justement de l'abstrait pour entrer dans le couloir du concret. Et ce concret ne peut pas justement être viabilisé ou bien opérationnalisé tant que le contingent des chefs d'État, dont nous ne cessons de crier pour qu'on les pousse à des véritables réformes, d'accompagner le président Déby aujourd'hui, qui a quand même pris l'onction du président Mugabe, le courage, l'audace et les dires, et de poser dans cette base qui permettront que l'Afrique aujourd'hui puisse respirer et être respectée dans le continent, les concerts des nations que nous avions aujourd'hui. Merci à vous, Stéphane Tchombo. Alors, Henri Diabaté Mandeng, Idriss Déby doit bien pouvoir poser des actions et compter sur ses pairs. Qui pour soutenir Idriss Déby? Peut-être, je ne vais pas vous en citer à nommer des gens intuita persona, mais il y a que, j'insiste sur la question d'entrée, cette commission, cette présidence tournante, on veut bien croire qu'elle soit différente du poste occupé par Madame Zouma, qui donne quand même à la personne qui occupe cette position-là d'avoir l'autorité qu'il faut pour imposer un certain nombre de choses. Alors, Idriss Déby peut-il agir en solo au détriment de ses pairs qui se retrouvent liés par des compromis et des compromissions? Non, mais de toute façon, on est toujours lié par un compromis quand on va gérer une entité politique comme celle-là. Le véritable problème, c'est qu'en Afrique, on refuse de copier les bons exemples. On refuse de voir comment les autres ont fait pour s'organiser. Je prends deux organisations, l'exemple de deux organisations. Je prends l'Union européenne. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils créent la CECA, c'est-à-dire la compagnie, cette commission qui s'occupait du charbon et de l'acier, le duo qui a conduit l'Union européenne jusqu'en 2016, c'est France-Allemagne. Ce sont eux qui ont été les locomotives qui ont conduit l'Union européenne dans toutes ces mutations à 3, à 6, à 8, à 12, à 25, ainsi de suite. Mais rappelons que c'est ce qui manque cruellement à l'Afrique, non, entre les rivalités sous-régionales et autres. Non, au contraire. En Europe, il y avait des rivalités. Ouais. La Grande-Bretagne, par exemple, a toujours refuté cette alliance entre la France et l'Allemagne. Ouais. C'est-à-dire cette force, ces deux poids lourds sur la scène européenne. La Grande-Bretagne s'est drapée dans le linceul de son insularité pour dire, d'ailleurs, vous savez, les référendums disent toujours en Grande-Bretagne, par rapport à la sortie de l'euro, sont toujours forts, sont toujours très importants. Donc, en Afrique, le président Déby peut compter sur les locomotives de chaque région. Ouais. Et ces locomotives naturelles, on les connaît sur le plan économique, sur l'échiquier économique, sont d'un poids très fort. Le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui sont des pays très forts, tant sur le plan de la démographie que sur le plan de la puissance économique, que sur le plan du renom et du prestige international, de l'histoire même de ces nations. Ce sont elles qui doivent être les locomotives de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique ne peut se relever que parce que ces pays-là n'auront pas succombé aux sirènes étrangères. C'est-à-dire, c'est Stéphane Tchombo qui parlait du Conseil de sécurité. On nous brandit, on leur dit toujours, vous aurez un droit de veto. Vous allez entrer au Conseil de sécurité. L'Afrique a une place au Conseil de sécurité. Et vous, Nigérians, vous êtes la première puissance économique africaine. Si vous nous suivez, on va vous insérer. Mais ça, ce sont des promesses vaines, sont fallacieuses. Quand vous êtes fort, on vous donne ce poste. Quand vous êtes fort, on vous donne ce poste. La souveraineté ne se décrète pas, elle ne se négocie pas. Quand vous êtes fort, on vous la donne. Il n'y a rien à faire, on ne discute pas. C'est ça, la Corée du Nord à la bombe atomique, on ne lui fait rien. Tout ce que les gens vont dire, c'est juste du bavardage derrière. C'est ça. Quand tu es fort, on ne te touche pas. Tu es le plus, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, pour relever l'Union africaine, tant sur le plan financier, sur ses modalités de financement, si le président Déby parle avec les Égyptiens, le président sud-africain, le président nigérian, voilà, c'est-à-dire qu'on reste conforme au plan de Lagos, c'est-à-dire on crée dans chaque région, on rend les régions fortes, et chaque région a une locomotive, et c'est cette locomotive-là
qui va amener, c'est-à-dire les 5 régions, les 4 régions africaines, à agir, à impacter sur l'action de l'Union africaine. Parce que les défis qui se posent à l'Afrique sont tels que les Africains sont obligés d'être ensemble ou ils meurent. Ouais. Le défi sécuritaire, si les Africains, aucun pays en Afrique ne peut lutter contre le terrorisme seul, c'est impossible. Les Africains sont obligés de mutualiser leurs forces. Déjà, ils n'ont pas d'argent. Il faut de l'argent pour... Acheter les armes? Non, je dis déjà, il faut déjà l'argent pour mettre la machine économique en marche. Imaginez-vous qu'on coupe une partie de cet argent pour financer l'achat des armes. Donc vous comprenez que la défense sécuritaire est quelque chose de terrible. Et quand vous êtes faible sur le plan sécuritaire, on a beau crier, les étrangers, tous ceux qui n'aiment pas l'Afrique, par opportunisme, vont venir chez nous, on est très riches, alors on va se dire, mais voilà, ces manguiers qui sont en liberté en pleine forêt, mais on va goûter goulûment à ces mangues. Donc, aujourd'hui, c'est important, les défis qui nous interpellent, le défi sécuritaire, il est très, très, très fort, le défi monétaire. Si vous allez voir, j'ai parlé dans mon propos introductif de l'Europe, de la constitution de cette société européenne, vous allez voir que c'est bâti sur deux choses fondamentales. Plus jamais la guerre, c'est-à-dire la sécurité, et sur l'euro, la constitution monétaire. Ouais. Nous, les Africains, on est obligés de passer par là. Il n'y aura pas d'émergence économique en 2050, 2035, 2025 si on ne passe pas par ces deux choses-là. Les Européens ont compris, ils sont passés par là. Merci à vous. Donc c'est important pour nous. C'est pour ça que l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud a un slogan politique, c'est le bolivarisme. Ils essayent de se regrouper. Ça, ils ont la figure tutélaire de Castro. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas l'union monétaire. Non pas d'union monétaire et sur le plan sécuritaire, ils sont divisés. Donc, du coup, face aux grands voisins américains, ça devient difficile. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous les Africains. Ce sont des rêves. Aucun Africain, quand on dira aux Africains, oh, il faut mettre 5 francs, tout le monde doit mettre 100 francs dans la cagnotte pour financer les actions de l'Union africaine, il y a certains qui vont me dire, moi j'ai trop de problèmes internes, je ne peux pas financer votre affaire. Alors que ces fonctionnaires remplissent les banques à l'étranger. C'est ça le véritable problème. Merci à vous Henri Diabaté. Vous concluez par ces propos, défis sécuritaires, défis monétaires pour l'Afrique, pour les Africains, tant que cela n'existe pas. Tout ce que l'on peut prévoir en termes d'aspiration sont forcément voués aux échecs. Isaac Le Bon Dimanche, je vous renvoie à l'antenne. Vous concluez sur le sujet et on retrouve nos téléspectateurs dans la suite pour le prochain débat. Oui, Juliana Tada, ici, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas aisé de parler de soi et Douala le fait très bien. Et c'est que sur N'Djamena est aujourd'hui honoré, c'est sûr. Mais une chose est claire, les panélistes ont beaucoup de choses à dire sur le président, sur cette présidence également et sur l'Union africaine. Et déjà, monsieur Narcisse, voir au sommet de l'Union africaine, déjà la présence de l'ONU, Ban Ki-moon qui était là. N'est-ce pas une pression déjà sur cette instance-là? Oui, mais on peut nourrir cette ambition. Et il faut dire qu'avec cette arrivée du président Déby à la tête de l'Union africaine, j'espère que les Africains vont prendre en charge. Il faut qu'ils fassent en sorte que les Africains prennent en charge leur propre sécurité. Parce qu'il nous faut des forces régionales panafricaines capables de défendre l'Afrique. Et non seulement ça, mais il faut également un partenariat africain. Et mettre en place des stratégies également capables de faire face aux défis sécuritaires. Et également la question de la monnaie. Vous savez que c'est une question un peu taboue que le président Déby a eu l'audace d'aborder. Et je rappelle au passage qu'à l'époque, en 1963, lorsque le premier président togolais a essayé de changer la monnaie, c'est ça qui est à l'origine de
son renversement, le premier coup d'État qui a eu lieu en janvier 63. C'est quand même une question tabou, mais je pense que... D'actualité, Kadhafi a été assassiné selon les couloirs. C'est par rapport aussi toujours à la question de monnaie. Voilà, la question de monnaie. Lorsque le panafricaniste Kadhafi, avec son livre vert, a voulu que l'Afrique retrouve sa dignité, que l'Afrique sorte du néocolonialisme, mais Sarkozy a planifié, décidé et organisé son assassinat. Donc je pense que nous souhaitons bon vent au président Déby et nous pensons qu'il doit implémenter une innovation à la tête de l'Union africaine, parce que tout le monde a dit qu'une année ne suffit pas, mais il faut qu'elle se démarque, il faut qu'elle laisse au moins des empreintes indélébiles pour montrer que avec peu de moyens on pourra faire quelque chose, parce qu'on a la volonté, on a le courage et la détermination. Donc je pense qu'avec cette détermination, certainement que certaines questions trouveront quand même des solutions idoines. On a une phrase célèbre d'Idriss Déby ici au Tchad: il n'a ni or ni argent et il a la volonté. Maître Nganga, est-ce qu'on va dire ici que Déby a la voie libre par rapport à ceux qui l'entourent comme je vais dire ici ses frères africains présidents? Déjà, on a peur de peau de banane qui peut être jetée. Est-ce qu'il faut avoir peur? D'abord, permettez-moi de revenir un peu sur ce qui a été soulevé par mon frère quant à la souveraineté, la question de souveraineté, de légitimité. De légitimité, justement. Le monde est un business. Tout le monde fait du business. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, c'est le business. Pourquoi pas l'Afrique? Déby a fait un business. Ok. Aujourd'hui, il a déjà gagné sa part. C'est quel business? De quel business vous parlez? Oui, chacun veut tirer au moins un intérêt des relations qu'il entretient avec les autres. L'Europe surtout. Maintenant, Déby doit avoir en perspective ce qu'on appelle les intérêts pour l'Afrique. Dès lors qu'il sait que est devenu compliqué pour eux de parler de lui, il dit l'Afrique ou personne. Ben déjà, on a constaté que c'est quelque part un silence poli de cette puissance vis-à-vis du président de la République. Il a déjà dit, vis-à-vis du Tchad, il y a une ingratitude de la communauté internationale par rapport aux engagements du Tchad. Oui, il y a ingratitude, oui, silence, oui aussi, mais ça n'a pas empêché à Déby de signifier aux yeux du monde que le Tchad semble presque incontournable. On n'avait pas besoin d'une présidence au niveau de l'Union africaine pour faire de preuves. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, quand bien même des pays africains, des présidents africains ont constitué ce qu'on appelle des intrigues, des obstacles pour nous à l'accomplissement de la question de la sécurité. Oui, parce que des États ont fermé les frontières pour ne pas que les forces tchadiennes puissent opérer ce qu'on appelle des contrôles pour éventuellement stopper Boko Haram. Déby l'a fait. Aujourd'hui, on pense que la question de Boko Haram, la question des djihadistes est une question tchadienne. Mais non. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que nous arrivions à une question de la sécurité? Qu'est-ce qui a mobilisé des moyens? Déby a mobilisé des moyens humains, matériels et financiers. On est allé au-delà des kilomètres. On est allé Mali. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle du bassin de la Tchad. Le bassin de la Tchad ne concerne pas seulement le Tchad. Mais aujourd'hui, nous sommes incontrôlables. Mais quand on parlait d'aspiration aux Nations Unies, je pense que la France ne nous dira pas qu'elle fait plus que nous. Parce que vu ce que nous réalisons, vu ce que Déby réalise sur le plan d'abord continental, nous pouvons sur le plan mondial. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre pour ce qui peut se faire en dessous de la table pour aussi déstabiliser le Tchad, partant de ce qu'il peut vraiment... Cela a déjà commencé. Cela a déjà commencé. Il faudrait que je le dise. Cela a déjà commencé. Mais cela ne nous a pas empêché d'arriver à un certain nombre d'objectifs, lesquels étaient de stopper le groupuscule Boko Haram. Aujourd'hui, nous sommes intouchables, quasiment intouchables, je veux dire. Eh bien, il y a une chose dont on doit au moins se rendre compte, c'est que tout homme a une histoire a une époque a ses réalités. Déby est un homme. Il a la volonté, il est déterminé. Le peuple tchadien est déterminé. L'Afrique est déterminée. L'Afrique est déterminée.
Maintenant, ce n'est pas vous qui allez constituer des obstacles pour nous, parce que vous voulez la paix et vous voulez le contraire. Vous oubliez que ces personnes qui vous manipulent, Déby a pris conscience. Aujourd'hui, là, qui va dire à Déby, tu n'as pas fait quoi? Tu nous dois quoi? Aujourd'hui, on s'impose. Et ces individus n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On est arrivé à un stade où on doit négocier business. Je gagne combien, tu gagnes combien? On va pas réussir. Des gagnants-gagnants, oui. Bon, mais on ne va pas s'éterniser à parler de nous-mêmes. Les autres sont en train déjà de le faire. Nous allons simplement dire au monde et à l'Afrique que le peuple tchadien a accepté de porter cette lourde charge. Déby a déjà donné le temps et il reste seulement à l'accompagner et à être prêt à agir parce qu'il ne va pas agir seul. Il va certainement compter sur le peuple tchadien et je pense que c'est là, Narcisse. Mais justement, il doit compter sur l'appui d'abord de son peuple et ensuite de ces pères africains qui, à leur immense majorité, l'ont porté à la tête de cette institution continentale. Nous voulons simplement dire au peuple africain que ce n'est pas l'honneur du Tchad, mais c'est l'honneur de notre continent. Chers téléspectateurs, nous restons vraiment disponibles à vous pour entendre vos réactions. C'est une émission interactive. Nous allons être tout simplement ensemble avec vous. Juliana. Merci à vous, Isaac. Le bon dimanche. Merci à vos panélistes de N'Djamena que l'on retrouve très très bientôt. Mesdames et messieurs, on va donc refermer ce sujet sommet de l'Union africaine. On se retrouvera très prochainement sur les plateaux d'Afrique Média pour parler de la conclusion de ce 26e sommet de l'Union africaine, on le rappelle, qui se tient à Addis Abeba. Et ce 30-31 sont des jours réservés à la conférence des chefs d'État qui vont discuter de la question des droits de l'homme, car l'année 2016 est l'année consacrée aux droits de l'homme en Afrique avec un accent particulier sur les droits des femmes. On retient donc que de nombreux challenges sont donc devant le président Idriss Déby Itno. Que peut-il? Les semaines à venir, les mois à venir, nous parlerons mieux quant aux actions de ce dernier qui a surtout demandé que l'on prêche par des actes et non plus les discours. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants. On ira en Libye pour s'interroger sur l'apport de cette énième intervention militaire au pays du regretté Mohamed Kadhafi. À très bientôt pour la suite. Bien, c'est donc avec le même plaisir que l'on vous retrouve, mesdames et messieurs. On parle la perspective d'une énième intervention militaire en Libye est à nouveau à l'ordre du jour. L'objectif affiché par les Occidentaux, l'éradication de l'État islamique qui ne fait qu'implanter ses racines du côté de la Libye avec la guerre en Syrie et en Irak où l'Occident est décidé à en découdre avec. Mais je vais me retourner la première question vers vous, Stéphane Tchombou. Comment interpréter cette autre intervention militaire qui va arriver en Libye? Rappelons que la réunion du groupe international pour la Libye, constituée de l'Union africaine et de l'Union européenne, puisque l'on sort de la question de l'Union africaine, tenue le 28 janvier à Addis Abeba à l'occasion de ce sommet-là, avait pour objectif l'accélération du processus de retour à la paix. Alors, cela ne reste-t-il pas utopique? Car quelques jours seulement avant, le Parlement de Tobrouk a contesté, si vous voulez, a rejeté le gouvernement constitué par la communauté internationale. Vers quoi s'achemine-t-on en Libye, une fois de plus?